Bienvenue à toutes et à tous. Merci encore une fois de plus d'être le nôtre sur le plateau, le point sur l'actualité. Vous savez, la donne se retrouve toujours tous les mardis et les jeudis. Aujourd'hui, sur le cas de figure encore. Nous étions le mardi dernier sur la dynamique de l'indépendance de notre pays, mais aujourd'hui, c'est le cas encore de figure parce que c'est la suite logique de l'événement qui doit se passer ici à N'Djamena le 11 août 2023. Vous savez pas pertinemment, en réalité nous la fêtons, c'est une fête, n'est-ce pas, que tous les Tchadiens et les Tchadiennes doivent s'arroger, et on se pose la question, alors est-ce que c'est le cas de futur, est-ce que ça sera toujours, n'est-ce pas, les prises d'armes du côté de la part de la nation? Alors c'est les questions qui se posent sur les lèvres des Tchadiens et des Tchadiennes. Vous savez, quand nous regardons, n'est-ce pas, autour de nous, est-ce que le drapeau du Tchad est amélioré, peut-être attaché un peu partout? On ne sait pas, mais vous qui êtes dans les quartiers, peut-être à Bénin, vous qui êtes en région, Ça, Kumbra, Mundu, Pala, Kelo, Bongo, là et tout ça, est-ce qu'en réalité, comment ça se prépare au moins, n'est-ce pas, ces fêtes-là? Alors, je vais faire le plaisir, une fois de plus, n'est-ce pas, de présenter tous ceux qui vont peut-être, n'est-ce pas, ici, d'améliorer les conditions de ce débat aujourd'hui sur le plateau, le point sur l'actualité. Mais déjà, bonne salutation du côté de Yaoundé, Douala, également Boya Bamida, nous n'oublions pas Libreville, Malabo, Brazzaville. Alors, bonne assise également du côté de la France, les États-Unis, la Chine. Il y a beaucoup de Chinois qui ont écrit et qui nous regardent beaucoup. Alors, on vous souhaite aussi, n'est-ce pas, bonne assise confortablement devant vos petits écrans en direct. Nous allons suivre ce débat et surtout, ce ne sont pas les moindres qui sont sur le plateau, ce sont les personnes, des érudits et qui vont partager avec nous la situation de l'heure. Vous savez également, lorsque N'Djamena respire, c'est le Tchad entier qui vit. Alors, c'est ça, hein. Et l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire de notre pays est égale, n'est-ce pas, à un vécu, y compris, n'est-ce pas, le chauffeur. Et bien voilà, le décor est déjà planté, comme je viens de le dire, comme je viens de le parler également. Je vais commencer la présentation à ma droite, un peu, hein, à mon extrême droite là-bas. C'est le président Koumbaïria, que vous connaissez parfaitement, du PPT, le Parti panafricain du Tchad. Monsieur le Président, bonsoir. Bienvenue encore une fois sur le plateau, le point sur l'actualité. Bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi qu'à nos amis panélistes. Nous sommes aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui du sujet de l'indépendance que nous avons commencé la dernière fois. Et j'espère que tout le monde sera ravi de nos opinions sur cette indépendance. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu promptement à notre invitation, Monsieur le Président. Et vous savez, chers téléspectateurs, alors pourquoi l'Afrique pendant 63 ans pour les uns et pour les autres, surtout pour le Tchad, 63 ans et toujours, pourquoi on ne décolle pas? Pourquoi il n'y a pas véritablement la diversification de l'économie? Et quand je parle de l'économie, je parle une fois de plus, n'est-ce pas, sur l'énergie renouvelable. C'est ce qui apporte au moins, n'est-ce pas, l'économie. Et alors, à ma gauche, hein, tout juste là, c'est une personnalité qui n'est pas aussi à présenter sur le plateau, le point sur l'actualité. Vous la connaissez parfaitement. Donc, le vice-président de l'UNDR, M. Célestin Topona, ancien journaliste et conseiller du président de la République. Il est le premier vice-président de la formation politique l'UNDR. Bonsoir, M. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter. J'espère que nous serons à la hauteur des questions que nous aurons données, surtout donner notre appréciation
par rapport à cette question cruciale de l'indépendance du Tchad. Est-ce que le Tchad est vraiment indépendant ou non? Ça, c'est un débat. Votre président nous honore, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À ma droite, tout juste là à côté, vous la connaissez aussi parfaitement, cette personnalité. Et alors, c'est un docteur, hein, un éminent docteur en économie, il faut le connaître. Et il est aussi, n'est-ce pas, un habitué du plateau Le Point sur l'actualité. Alors, docteur Korom Asseï Dagas, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Monsieur Yahibé. Bonsoir à tous les spectateurs de Tchad 24. Cordiales salutations également aux éminents membres du panel ici présents. Donc, c'est avec un vibrant honneur que nous allons pouvoir débattre de ces sujets assez importants qui concernent l'indépendance de notre pays à nos jours. Il est bien vrai que nous qui sommes de la génération des années 80, nous n'avons pas quand même vécu cette époque, mais à travers le récit, les ouvrages, je crois que nous avons été quand même au parfum de ce qui a été fait, ainsi de suite. Donc, et c'est avec un intérêt revêtu quand même d'un sens aigu de nationalisme que nous tâcherons également très modestement de donner notre opinion par rapport à ces sujets qui revêtent une importance capitale. Une fois de plus, merci. Un pays sans histoire sur une voiture sans chauffeur. Merci encore de votre présence sur le plateau, le point sur l'actualité, monsieur docteur. Alors, à mon extrême gauche, vous la connaissez également parfaitement, surtout, c'est un homme qui passe inaperçu un peu partout sur les médias et il est le représentant du peuple, celui qui est mieux outillé aujourd'hui pour nous parler de l'indépendance et que profite une fois de plus pas le peuple auquel il est voué. Alors que donc j'ai l'honneur de vous présenter l'honorable député Béral Baïkoubou qui est présent. Il faut reconnaître également c'est un philosophe, le seul philosophe. Bonsoir, bienvenue. Bonjour, merci, bonjour à tous. Alors comment vous sentez? Ça fait déjà quelques temps qu'on ne vous voit pas sur le plateau du Tchad 24 international. Oui, c'est une question que je devrais plutôt vous poser, parce que je n'ai bien sûr le plateau que sur l'invitation. Donc vous êtes mieux placé pour savoir pourquoi. Merci, monsieur honorable. Le plateau vous appartient, sur Tchad 24 vous appartient à vous-même, parce que vous êtes mieux outillé une fois de plus. Comme je le disais, chers téléspectateurs, en entame de notre émission, nous allons peut-être, n'est-ce pas, déposer la valise toujours ici, n'est-ce pas, au pays du Toumaï. Nous sommes au Tchad, plus précisément, si vous venez de nous prendre, sachez tout simplement qu'il ne fait plus chaud comme par avant. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, c'est comme si on était sur le tropique, c'est terminé. Et aujourd'hui, nous avons la fraîcheur, puisque le mois d'août, n'est-ce pas, allège à peu près au moins, n'est-ce pas, le temps ensoleillé. Et je vais commencer mon premier jet avec le droit d'aînesse. Il faut connaître, quand on dit droit d'aînesse, je parle ici, n'est-ce pas, de Célestin Topona, qui est le vice-président du BNR. Alors, je vais commencer le jet aujourd'hui avec lui à ma gauche, tout juste. Alors, monsieur le conseiller ou monsieur le président, l'indépendance du Tchad, qu'est-ce que ça vous dit? Lorsque le Tchad a accédé à l'indépendance, je devais avoir 2 ou 3 ans. J'ai donc évolué dans mes études primaires au fin fond de mon village, de ma sous-préfecture, et j'ai entendu des témoignages de ceux qui ont vécu cette période-là. Et lorsque j'étais au cours moyen 2, et à ce moment-là, j'avais un oncle chez qui j'habitais et qui nous racontait comment, en cette année 1960, le 11 août exactement, sous la pluie, comment ils ont célébré cette proclamation de l'indépendance. Mais ça, c'est l'aspect historique. Ensuite, l'évolution du pays, on le connaît, l'euphorie de l'indépendance étant passée. Et comme disent les historiens, le Tchad fait partie des pays dont l'indépendance a été octroyée. Donc, est-ce que c'est ça qui a été un peu notre péché originel, de telle sorte que depuis donc cette indépendance, malheureusement, le pays n'a pas connu, disons, une quiétude souhaitée pour son développement économique et social, puisque selon l'histoire, 3 ou 4 ans après seulement son accession à l'indépendance, le pays était confronté aux troubles politiques, sociopolitiques, et qui malheureusement a déteint, ces troubles ont déteint sur le pays jusqu'à ce qu'on connaisse des moments très difficiles. Mais je pense que tout ça, c'est l'histoire d'un État. Tous les États ont leur histoire. Il appartient maintenant aux Tchadiens de tirer ce qui est positif à tirer, parce qu'après tout, il ne faut pas être pessimiste, même si le pays a connu des troubles qui, jusqu'à aujourd'hui, impactent négativement sa constitution
qu'État indépendamment, en tant qu'État plutôt indépendant et développé, eh bien, il faudrait trouver les mécanismes pour relever ce défi, pour que effectivement cette indépendance soit une réalité, c'est-à-dire que notre pays puisse prendre le chemin des pays qui sont aujourd'hui en développement, qui ont pignon sur le plan surtout économique et social. Et politique, bien sûr, parce que c'est le politique qui traîne toute cette dynamique. S'il n'y a pas une stabilité politique, il serait difficile également que le Tchad puisse s'arrimer à son développement. Donc c'est un sujet très vaste qui nous interpelle tous, les Tchadiens de tous les bords. Qu'est-ce que l'indépendance nous a donné? Et si elle ne nous a rien donné jusqu'à présent, qu'est-ce que nous allons faire pour que demain nous profitions de cette indépendance? Et dans quelle formule? Ça, c'est une question qui interpelle chacun d'entre nous. Pour ma part, je suis optimiste de nature, comme je l'ai toujours dit. Il est temps pour que nous puissions capitaliser cette notion d'indépendance, c'est-à-dire les Tchadiens de tous les bords puissent se dire est-ce que nous avons un pays qui doit être comme les autres. D'accord, merci. Merci pour le premier jet alors. Koromassi, vous êtes économiste pendant déjà 63 ans. Qu'est-ce que le Tchad aurait profité comme développement de son essor? Et alors, vous connaissez à peu près aussi l'histoire quand vous êtes né dans les années 80. Alors, je pense que vous avez quand même quelque chose à partager avec nos téléspectateurs qui nous regardent. Bon, merci beaucoup, M. Yaïbé, pour la parole accordée. Je joindrai d'abord ma voix à celle de la sagesse, notamment celle du grand frère, l'émérite journaliste Célestin Tokona, pour dire que l'indépendance nous a été octroyée le 11 août 1960. Il est bien vrai que en nous promenant dans la galaxie de la littérature, nous nous sommes rendus compte à l'évidence qu'il y a eu d'abord la proclamation de la République, il y a eu également un certain nombre de préalables qui ont été définis par le Premier ministre Michel Debré en juillet, avant que l'indépendance ne puisse s'abattre comme une nuée de sauterelles en Afrique de manière générale et au Tchad en particulier. Et après cette indépendance, il faudrait se dire qu'il y a eu également un certain nombre de conflits, comme l'a si bien relevé le grand frère, et ainsi de suite. Mais la vision de l'indépendance telle que conçue par le président Tombalbaye, il l'a quand même dévoilée au congrès de Doyaba en 1972, quand il affirmait avec assurance que toute indépendance précocement acquise est naturellement hantée par les démons du cynisme, de l'aveuglement, de la haine, de la barbarie. Elle sécrète toute une mythologie et ses conséquences sont néfastes pour le bonheur du peuple et la paix du monde. En tant que moniteur doté d'une éloquence persuasive, il a toujours utilisé les paraboles. Et j'ai quand même lu ces passages dans l'ouvrage de M. Gambé Kosnaï intitulé Tribulation d'un jeune Tchadien sur le chemin des indépendances. Ouais. Et à la lumière quand même des expériences vécues, il est bien vrai que le bateau avait quand même chaviré à un moment donné, il a tangué dans les eaux troubles de l'histoire, ainsi de suite. Et cette histoire ne pourrait être narrée seulement que sur ces plateaux. Voilà de manière beaucoup plus résumée. Nous pouvons dire qu'en ce qui concerne l'état actuel, surtout pour revenir à votre question, sous le prisme d'une analyse macroéconomique, oui, on peut dire que des indépendances où l'économie tchadienne avait connu ce qu'on appelle l'ère des temps, grâce à l'exploitation également du coton, l'opération quelques 3000 tonnes, je crois. 750 000 tonnes. 550 000 tonnes. 750 000 tonnes, effectivement. Vous savez que l'économie avait quand même, c'était quand même l'amorce, c'était un essor. Oui. N'eût été la guerre qui était venue quand même paralyser, annihiler les efforts consentis quand même par ces visionnaires des années des indépendances. Mais nous qui sommes de la génération 90, bien sûr, il faut reconnaître que ces derniers temps,
notre économie a également, dès 2014 à nos jours, été également foudroyée par des effets boomerangs, des triptyques de crises, que ce soit des crises sécuritaires, sanitaires ou encore économiques. Mais cette économie a développé une certaine résilience, quoique n'ayant pas gagné le pari historique de faire en sorte que nous ayons une croissance inclusive dont les effets pourraient se faire sentir sur le panier de la ménagère. Donc on revient pour le deuxième tour. Alors le philosophe, parce que vous avez suivi, ici on a parlé de l'euphorie de l'indépendance, il avait encore 3 ans, celui-ci depuis 90, et qui nous dit tout simplement qu'en réalité il n'a pas connu quand même l'indépendance. Mais vous également, je pense que vous êtes dans la tranche d'âge comme monsieur Korom Assil, mais vous êtes philosophe, dites-nous à peu près l'histoire de notre pays, qu'est-ce qu'elle nous apporte et surtout, qu'est-ce qu'elle profite une fois de plus l'histoire tchadienne et tchadienne et surtout. Je vais rentrer un peu dans la gestion, n'est-ce pas, de l'économie dans notre pays. Merci. La question, je pense que l'indépendance du Tchad, mon cher aîné et grand journaliste d'antan, Célestin Topona, employait un mot que j'épouse immédiatement, c'est le verbe octroyer. Ouais. L'indépendance du Tchad a été octroyée. Ce n'est pas une indépendance arrachée. Donc, si vous ne prenez pas votre indépendance de par votre volonté, de par votre engagement, de par votre détermination, votre indépendance est à mettre entre guillemets. Donc, c'est un accord de partenaire à partenaire qui a conduit à l'indépendance du Tchad le 11 août 1960. Il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de sacrifice pour obtenir cette indépendance. Donc, le premier détail que je voudrais aborder, c'est celui de dire que nous n'avons jamais eu d'indépendance ni méritée, ni arrachée, et ni pour laquelle nous n'avons mené aucune lutte. D'où les premiers troubles qui sont apparus à peine 2-3 ans après l'indépendance, c'est-à-dire la liquidation de la démocratie sur l'autel d'un parti politique unique, un parti État, par le tout premier président de la République, en la personne du président Tombalbaye. Il a donné cette semence maudite et empoisonnée qui reste pour moi l'origine de tout ce que nous connaissons jusqu'à maintenant. Jusqu'aujourd'hui, le Tchad ne connaît pas la démocratie parce que dès le berceau, notre pays a épousé l'autocratie, la dictature, l'autoritarisme politique, etc. Ça, c'est sur le plan politique. D'un point de vue économique, puisque les hommes ne sont jamais entièrement imparfaits ou entièrement parfaits, en dépit de sa dictature politique, le premier président de la République a été formidable pour la mise en route de l'économie de notre pays. En dépit de tous les faibles moyens qu'il avait et tous les ennemis qui lui faisaient face pour une raison ou pour une autre, à tort ou à raison, peu importe, on en parlera. Il a été l'homme qui a donné ses lettres de noblesse à notre pays quant à l'économie, qu'il s'agisse des brasseries, qu'il s'agisse de la culture cotonnière, qu'il s'agisse du tabac, du sucre, du textile, etc., etc., etc. C'était un grand visionnaire qui a mis notre pays sur les rails qui auraient pu le conduire vers un développement véritable. Malheureusement, les uns et les autres qui étaient préoccupés par des raisons beaucoup plus individualistes, régionalistes ou voire même villagistes ont fini par le renverser et offrir à notre pays l'occasion maudite de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, en résumé, nous avons eu une indépendance offerte et non pas arrachée, ce qui est une anomalie de départ. Et puisque les chiens ne font pas de chat, cette indépendance davantage offerte qu'arrachée et méritée nous conduit à la situation actuelle dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire être
être sous la coupe de l'ancienne puissance, être sous la coupe de personnes inaptes à réfléchir. Et pour terminer, je dirais surtout que nous n'avons pas encore élucidé notre histoire. L'histoire du Tchad jusqu'aujourd'hui n'est pas écrite parce que chacun la raconte à sa manière. Donc la légende, les mythes, les mensonges et toutes les anecdotes, les anecdotes saugrenues ont pris la place de l'histoire, ce qui fait que nous continuons à nous embourber. Parce que vous avez dit vous-même tantôt, un pays sans histoire, c'est comme une voiture qui n'a pas de chauffeur. Le Tchad est exactement ce pays-là où il n'y a pas une histoire claire, en dépit des épisodes douloureux que nous avons connus. Notre pays n'a pas encore mis au point son histoire. Et cela fait que notre histoire devient un contentieux qui oppose les uns les unes aux autres et qui reste encore à être démêlé. Voilà. Merci, honorable député, pour votre premier jet. Donc, à mon extrême droite, donc, nous allons voir avec le président de la formation politique, le PPT, Parti panafricain pour le Tchad. Mais surtout, la question que je vais poser, monsieur le président, vous savez, tout à l'heure, je vais essayer d'emprunter le mot de l'honorable député Berambert Koubou qui disait tout simplement seule la lutte qui libère. Alors il a parlé au moins, n'est-ce pas, de l'impérialisme et du colonialisme également. Alors pour vous, est-ce que le départ de l'indépendance véritablement était mal parti, comme un écrivain français l'aurait aussi dit, de René Dumont, et qu'il écrivait dans ces deux livres que je connais. Alors l'Afrique est mal partie, c'était le début des indépendances, et plus tard sur le plan de la gestion économique de notre pays, il a dit pour l'Afrique, j'accuse. Oui. Donc je dirais que je suis à 100% d'accord avec le conseiller Béral, parce que nous savons tous que nous sommes toujours contrôlés par la France-Afrique à cause de la colonisation qui s'est passée depuis des siècles. Maintenant, l'indépendance qu'on a obtenue, comme l'a dit le conseiller Béral, c'était une indépendance comme un cadeau piégé qui a été donné par De Gaulle par rapport à la contribution de nos frères africains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, certains de nos présidents n'ont pas accepté cette indépendance, ils sont battus. Par exemple, comme j'ai dit, Sékou Touré, il n'a pas accepté cette indépendance. Nous avons vu l'Algérie qui sont battus avec le sang pour avoir leur indépendance. C'est comme ça qu'ils ont obtenu l'indépendance totale. Maintenant, au Tchad, quand on parle de l'indépendance du Tchad, pour moi, c'est une pseudo-indépendance. Pourquoi? Parce qu'on est toujours contrôlé par les forces impérialistes, la France-Afrique. Premièrement, quand on regarde le drapeau même de l'indépendance, est-ce que les gens se sont posés même des questions à savoir, est-ce que c'est vraiment des Tchadiens qui ont donné l'idée de ce drapeau-là? Moi, je vais vous donner par exemple un exemple sur l'hymne national du Tchad. L'hymne national du Tchad n'a même pas été écrit par des Tchadiens. L'hymne national du Tchad, les paroles ont été écrites par un père jésuite qui s'appelle Louis Guidrol. Et c'était avec des étudiants dans un internat de Saint-Paul qui est actuellement la ville de Sarre. La mélodie a été composée par le père Paul Villard. Donc déjà, on est en train de chanter tous les jours notre indépendance, une chanson qui n'a même pas été écrite par un Tchadien. Ça, c'est déjà un problème. Donc, je ne peux pas dire qu'on a vraiment une indépendance. Maintenant, il y a autre chose qu'on devrait parler, c'est l'histoire du Tchad. Oui. On devrait normalement apprendre l'histoire du Tchad à tous nos enfants, dès le bas âge, dans toutes les écoles. Qui est le premier président? Ce que le conseiller Béral a dit aussi, c'est tous les accomplishments, des choses que le premier président du Tchad a accompli, et même les défauts, les raisons pour lesquelles nous en arrivons ici. Il faut les apprendre à ces jeunes Tchadiens, ces jeunes enfants qui vont aller à l'école, afin qu'on ne puisse ne pas remettre et refaire les mêmes erreurs. Ça, c'est très important. Question maintenant des accords coloniaux. Comment nous avons une indépendance avec des accords coloniaux? Ça veut dire que ce n'est pas une indépendance, parce qu'on est forcé à faire les choses que le colon nous dit de faire en ce moment. Nous parlons par exemple d'indépendance économique. On ne peut pas avoir une indépendance politique quand on n'a pas une indépendance économique. De nos jours, nous savons tous que les 14 pays du côté francophone qui partagent la communauté qui partagent française. Exactement. Oui. Nous sommes soumis sous le franc CFA. C'est très grave que de nos jours, aucun pays dans le monde
a toujours des colonies qu'ils utilisent, des monnaies qu'ils fabriquent. Donc, il faut essayer de s'en sortir de ce problème-là. Beaucoup de fois, quand les présidents français viennent et nous disent « Ah, vous pouvez vous en sortir comme vous voulez », dès qu'on parle de ça, qu'est-ce qui se passe? On élimine le président. Ouais. Vous savez. Donc, maintenant, nous savons tous que dernièrement, il y avait la conférence à Petersburg, dirigée par le président, son Excellence, M. Poutine. Oui, Vladimir Poutine. Il a donné des options à tous les Africains. Vous savez, quand le moment est chaud, il faut battre le fer quand c'est chaud. Il a donné l'opportunité à tous les Africains de joindre les BRICS. En joignant les BRICS, le CFA disparaît automatiquement. On n'a même pas à se battre, rien du tout. Le CFA disparaît du jour au lendemain. En même temps, on devrait aussi avoir l'opportunité de demander à la France de nous ramener, de nous redonner tout cet argent depuis la colonisation qu'ils prennent à travers le CFA. Ça, c'est notre droit aussi. Tout l'or qui a été volé dans tous les pays d'Afrique doivent être rendus aussi. Donc, c'est une opportunité que je pense que les Africains devraient tous réfléchir, tous nos présidents devraient réfléchir et rentrer dans le BRICS. Ça sera l'opportunité pour vraiment joindre, attraper une vraie indépendance. Au Tchad, on a beaucoup de problèmes. Par exemple, l'armée. Comment on peut avoir une indépendance quand on n'a pas une armée nationale? L'armée du Tchad, nous savons tous que ce n'est pas une armée nationale. Il faudrait que l'armée soit composée de toutes les couches du Tchad afin que tout le monde soit égaux. Et ça, maintenant, on pourrait dire qu'on approche plus d'une indépendance. Vous savez, l'indépendance, on regarde par exemple l'histoire de Haïti, le général Toussaint Louverture. Toussaint Louverture était la première nation africaine, nation noire à avoir leur indépendance. Toussaint Louverture, le général Toussaint Louverture a pris l'indépendance tout seul, oui. Et c'est une façon pour dire qu'il a combattu pour l'indépendance. Donc le Tchad doit se battre pour l'indépendance. D'accord, j'y arriverai sur vous, parce que nous avons fait le premier jeu, mais cette fois-ci nous aurons au moins, n'est-ce pas, des questions à poser par rapport, n'est-ce pas, à votre ou à vos interventions. Alors, Monsieur le Président, parce que nous allons peut-être, n'est-ce pas, nous appesantir sur l'administration tchadienne. Alors, depuis notre indépendance, quel regard portez-vous, au moins, n'est-ce pas, vers cette administration? Est-ce qu'elle est obsolète ou elle est plausible pour permettre, une fois de plus, n'est-ce pas, à sa diversité et également à sa bonne gestion? Bon, je dirais d'emblée qu'elle n'est pas efficiente, tout simplement. Bon, je veux parler de la période que je connais, puisque j'ai commencé à travailler vers les années 82. Oui. À l'époque, bien sûr, c'était après la guerre, l'administration fonctionnait tant bien que mal. Elle fonctionnait plutôt bien, en tout cas en termes de facilité dans le travail fait par les fonctionnaires, parce que c'est vrai, c'était le parti unique à l'époque du Sénabré. C'était la dictature cachée qu'on ne savait pas. Lorsque la DDS a été révélée, c'est en ce moment qu'on a senti le vrai problème de l'époque, mais l'administration marchait. Mais avant cela, avant le coup d'État, nous autres on était au lycée, mais l'administration marchait très bien. D'après ce que j'ai su savoir, parce que j'ai pu savoir, parce que moi, je donne souvent l'exemple de l'éducation nationale à l'époque de Tombalbaye. Nous autres ruraux, élèves donc qui fréquentions dans les collèges en province, chaque année, il y avait des mutations, de changements d'établissement qui se faisaient par arrêté ministériel. Oui. Après le BPC, on vous fait distribuer une feuille et vous choisissez l'établissement là où vous souhaitez aller sur l'ensemble du territoire du Tchad, mais surtout principalement N'Djamena, Assar et Abéché. Oui. Mais cela est sanctionné par le résultat à l'examen, qui a été le BPC. Et vous remplissez simplement une feuille de papier, vous remplissez, vous cochez là où vous souhaitez aller, et vers le mois d'août, avant septembre, nous retrouvons un arrêté qui est signé et qui affecte les élèves du collège. Par exemple, de Fianga, dont j'étais, on dit, bon, monsieur, un tel élève est affecté au lycée Félix Kébou, muté. De façon, et ça marchait de façon normale. Et de la même manière, les fonctionnaires étaient bien lotis, même s'ils ne gagnaient pas grand-chose. Nous étions des témoins de tout ça. Ils vivaient bien et l'éducation marchait quand même. Mais après le coup d'État, je crois que les turbulences ont commencé. C'est pourquoi je voudrais quand même mettre un petit bémol par rapport à l'appréciation qu'on peut faire du premier président. Vous avez la parole. Il n'avait pas les mêmes, disons, conditions favorables qu'aujourd'hui, par exemple. Il n'avait pas beaucoup de cadres. Est-ce qu'il y en avait même? On avait peut-être un seul médecin, d'après l'histoire que nous avons tout appris à l'école. Oui. C'était des expatriés. C'était ceux qui dirigeaient, disons, l'administration tchadienne à l'époque, c'était des étrangers, en l'occurrence des Français. Alors, est-ce que le premier président du Tchad avait-il les coups des franches pour asseoir à sa guise une administration?
je crois qu'il a fait de son mieux, mais il a au moins donné le sens du travail. D'après ce que nous savons, M. Tombal Bay aimait le travail. Et les témoignages que nous avons reçus, que nous avons recueillis auprès de ces anciens, que certains que nous avons interrogés en tant que journalistes ont toujours dit que le président Tombal Bay aimait le travail bien fait. Et lui était conscient de son incapacité, entre guillemets, et il s'est cultivé beaucoup. Et vers la fin, lorsqu'on a fait le coup d'État, mais Tombal Bay était un grand orateur, parce qu'il s'est cultivé tout seul. Et il laissait transparaître cette dynamisme dans l'administration. Donc, sur ce plan-là, il faudrait quand même qu'on l'excuse un peu ou qu'on essaie de ne pas trop le charger par rapport à ces contextes particuliers de l'indépendance. Bien sûr, le pouvoir corrompt aussi, et il a certainement commis quelques erreurs, ce qui fait que l'administration qui a suivi le coup d'État a commencé progressivement à se déliter jusqu'au summum, qui était donc la guerre civile de 1979. Jusqu'aujourd'hui, je crois que le Tchad ne s'est pas remis sur les rails administratifs, selon moi. Parce que l'éthique, la déontologie, tout ce qui fait la beauté d'une administration bien organisée a foutu le camp, excusez-moi l'expression. Allez-y. Et la formation qui devrait être le dynamisme fondamental de toute administration, apparemment bat de l'aile aussi. Parce que si nous regardons un peu l'équivalence des diplômes, si on essaie de faire une comparaison entre nos jeunes qui ont des gros diplômes aujourd'hui avec les anciens instituteurs, etc., il y a une sorte de hiatus, il y a une sorte de fossé. Ouais. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelque part, ceux qui ont succédé après les coups d'État n'ont pas pris la peine de mettre l'accent sur l'administration qui est quand même le socle de tout pays moderne. Alors, mais il n'est pas trop tard, comme je l'ai dit au début. Mais que faut-il faire? Il appartient maintenant aux politiques de jeter les bases de la refondation d'un Tchad qui pourra contenir toutes les compétences. D'accord, mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de compétences sont laissées. D'accord. Ok, vous répondez déjà à la question. Et évidemment, on a l'impression que c'est plutôt la médiocrité qu'on est en train de pousser en avant. Et là, c'est très dangereux pour le pays parce que si on laisse de côté les compétences, eh bien la médiocrité va finir par enfoncer davantage le jeu dans tous les domaines. Peut-être certains domaines, on ne peut pas faire de la médiocrité pour la médiocrité, comme la médecine ou les métiers scientifiques. Mais même là, il y a des choses à redire. Mais dans tous les cas, il faudrait refonder le Tchad en commençant par remettre sur pied l'éducation nationale. Tout part de l'éducation nationale. On peut avoir, si on veut avoir des bons cadres demain, il faut remettre l'école tchadienne sur les rails pour qu'on puisse avoir des compétences dans tous les domaines, scientifiques, administratifs, littéraires, etc. Or, actuellement, l'école tchadienne, il faut le reconnaître, bat de l'aile. Et j'ai comme l'impression que si on fait une comparaison rétrospective, à l'époque de Tombal Bay, l'école marchait très bien. Elle marchait très bien, bien sûr, il n'y avait pas le même nombre d'élèves ou d'étudiants qu'aujourd'hui, il n'y avait même pas d'université encore, mais l'éducation de base, fondamentale, marché. Et je crois que ce sont toutes ces compétences qu'on devrait remettre sur les rails pour que le Tchad puisse redorer son blason et sauver ce qu'il doit sauver, c'est-à-dire sa souveraineté. Parce que sans éducation, sans cadre bien formé, il n'y a pas de souveraineté. D'accord. Merci encore une fois de plus, Monsieur le Président. Alors, Dr Achille Karam, vous avez suivi, mais la question que je vais vous poser, ça concerne l'économie. Alors, vous savez, depuis au moins, n'est-ce pas, l'ère d'Ngata Tombal Bay, nous avons eu 8 présidents, j'ai l'habitude de le dire, parce que je ne voulais pas, au moins, n'est-ce pas, m'inscrire en faux, puisque lorsque Ngata a été déchu par le coup d'État du 13 avril 1975, il y avait quand même un certain colonel qui était là. Alors, vous le connaissez, Monsieur Milare Odinga, Noël Milare Odinga, et qui a même une fois de plus discouru, et on est allé chercher donc le président Maloum pour le ramener pour prendre au moins, n'est-ce pas, cette place-là. Mais déjà, on peut dire que comme il a discouru, ça fait 48 heures qu'il a été, et son nom devait figurer quand même dans l'histoire de notre pays. Ça, et nous essayons de comptabiliser Noël jusqu'à Mamad Idriss Déby Itno, que nous avons peut-être, n'est-ce pas, 8 président de la République. Mais ce que je veux savoir, c'est que aujourd'hui, la jeunesse, ou si vous voulez, les Tchadiens veulent savoir, mais pourquoi l'économie tchadienne n'a pas permis une fois de plus, n'est-ce pas, de développer son essor? Vous voyez, quand nous essayons de regarder quand même les 23 régions qui devaient être
travailler sur le plan, sur tous les plans, que ce soit l'énergie. Et vous savez, le Tchad est un pays dépositaire de soleil. Alors, on n'a pas besoin d'avoir de l'énergie fossile. Alors, pour quelle raison, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, à 63 ans, le 11, alors le Tchad toujours est resté dans le flou dans le développement économique? Bon, merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez pour, une fois de plus, développer une analyse à la lisière de l'économie tchadienne. Il est bien vrai que après l'opération 750 000 tonnes, comme l'a si bien rappelé le doyen, nous avons connu également la guerre parce que le Tchad s'est embrasé également dans un cycle infernal de conflits armés qui ont quand même fait en sorte que nous avons marché à reculons. Et après cela, il faudrait reconnaître que il y a eu le début des années 90, marqué par la conférence de la Baule, le vent de l'Est, le moment je crois qu'après ça, il y a eu le vent de la démocratie qui a soufflé. 90. Moi, je voudrais d'abord chuter de 90 parce que je ne suis pas de la je comprends. Tout à fait, pour faire quand même une analyse. Oui. Mais il faudrait reconnaître que notre pays sort quand même de très loin. Mais je ne pourrais pas quand même dire que tout est à merveille comme chez Alice. Mais des louables efforts ont été quand même consentis. Nous avons, contre vents et marées, réussi à exploiter également notre pétrole en 2003, plus précisément le 6 octobre 2003. Mais qu'est-ce que ça donne? Il est bien vrai que l'exploitation de notre pétrole a quand même concouru, un temps soit peu, permis quand même de développer un certain nombre d'infrastructures, nonobstant également les guerres qui sont venues également annihiler les efforts consentis. Après cela, vous conviendrez avec moi qu'il y a eu également la crise financière internationale qui a eu quand même ses origines en 2008, la crise des subprimes, qui avait eu également des impacts indirects sur les rendements opérés par les pays pétroliers. Et en 2014, avec la chute du cours du prix du baril sur le marché international, le Tchad avait également injecté des dépenses de consommation assez faramineuses. Vous savez que nous avons également pris part sur le théâtre des affrontements, ainsi de suite. Et il faudrait se dire que notre économie est beaucoup plus restée tributaire de l'évolution du cours du baril. Il avait manqué une stratégie tendant à sa diversification. Sinon, si nous avions quand même posé les jalons sur le secteur agro-silvo-pastoral, je crois qu'on serait allé loin. Qu'à cela ne tienne, nous venons de traverser également une phase importante de notre histoire, à savoir le dialogue national inclusif et souverain. Et à l'issue de ce dialogue, il y a eu également un certain nombre de recommandations et de résolutions qui sont faites. Et j'ose espérer que nous sommes sur une bonne trajectoire parce que la tendance actuelle consiste bien évidemment à diversifier quand même le secteur agro-silvo-pastoral. Le Tchad est un pays également d'élevage par excellence. Nous dénombrons pratiquement environ plus de 100 millions de cheptels. Et tout ça réuni avec la vision salvatrice nourrie par les autorités actuelles de la transition, je pense que l'avenir, on pourra quand même prospecter sereinement l'avenir et rêver quand même. Rêver parce qu'il n'est pas interdit de rêver. La personne qui refuse de rêver est considérée à demi-mort. Donc notre rêve le plus ardent est que le Tchad puisse quand même prendre de l'envol et nous allons nous poser quand même une question qui est celle de savoir qu'est-ce qui empêche l'Autriche
de voler à l'instar des autres oiseaux. Je vais lancer quand même une petite fléchette au grand frère, philosophe ici, pour pouvoir nous décortiquer quand même la portée de cette boutade. Mais néanmoins, je demeure quand même optimiste par rapport à l'avenir de ces pays, mais il faudrait qu'il y ait la paix, la tranquillité, la cohésion nationale, le vivre ensemble, et qui sont quand même des conditions sine qua non de tout développement. D'accord. Mais je crois que le Tchad est sur une bonne trajectoire. Voilà ce que je pourrais dire. Le Tchad est sur une très bonne trajectoire, monsieur le philosophe. Dans tout ce qui se passe, on voit à peu près toutes les situations macabres du développement d'un pays et résister, n'est-ce pas, sur le dos, soit des conflits intempestifs au Tchad, mais également sur le dialogue sempiternel des Tchadiens, parce que nous sommes des champions, nous sommes des champions en matière de création de dialogue par-ci, dialogue par-là. Alors, que répondez-vous par rapport à cela? Je suis très heureux que mon cher compatriote soit aussi optimiste que ça, parce que l'optimisme, ça fait vivre, c'est une très bonne chose. Mais j'ai à dire la chose suivante, à écouter les analyses de mon vis-à-vis, je me demande exactement sur quelle planète est-ce qu'il vit, ou bien d'où est-ce qu'il a débarqué pour arriver dans cette émission. On ne peut pas être optimiste par rapport à la situation du Tchad lorsqu'on connaît réellement la situation réelle de ce pays en ce moment. Honnêtement, très honnêtement, depuis les années 90, les promesses et les actes se contredisent systématiquement, de manière systématique, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Le niveau d'instruction à l'école est en chute libre. Tout à l'heure, le grand frère Topona a parlé des élèves à l'époque du premier président, qui, au CM2 ou bien en classe de 3e, pouvait déjà contribuer à la mise en marche de l'administration, parce que nous n'avions pas de cadre. Mais il ne le faisait pas à défaut. Aujourd'hui, vous prenez un étudiant de niveau prétendument licence ou master, vous le mettez en face d'un vieux qui avait quitté l'école à CM2 à l'époque, il l'écrase à plate couture en termes de culture générale. L'école est en vrille. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'économie. Dans les années 80, le Burkina, le Mali envoyaient du personnel ici chez nous pour apprendre comment est-ce que nous faisions fonctionner notre coton, parce que nous étions les premiers en termes de culture de coton. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas cités parmi les 5 premiers du continent. Nous ne parlons même pas du monde, du continent. On n'est même pas cités. Hier, nous avions une industrie débutante, c'est-à-dire dans le textile, dans la savonnerie, dans l'huilerie, dans le sucre, etc. Tout ça a disparu, etc., etc., etc. Vous avez aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des personnes ne sachant ni lire ni écrire dans aucune de nos langues officielles, qui sont promus comme des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des commissaires de police, des chefs de brigade, etc. Alors, je me demande, où est-ce que mon cher ami et frère Achille puise son optimisme? Il le puise où? Comment est-ce qu'on peut voir autant de drames autour de soi et dire que, ouais, le Tchad est sur une bonne trajectoire. Le Tchad est sur une bonne trajectoire parce que l'école est en train de chuter, parce que l'insécurité monte, parce que les analphabètes ont des responsabilités, parce que les diplômés sont en chômage, parce que l'école dans nos provinces, à part Djamena, l'école dans nos provinces est abandonnée entièrement entre les mains des maîtres communautaires. Pendant que des instituteurs formés sont en chômage, sont en train de réclamer leur intégration, on ne fait pas, non, c'est pas si grave, on le confie à des maîtres communautaires. Maîtres communautaires dont certains ne connaissent même pas la moitié de l'alphabet. Et ils doivent encadrer nos enfants dans nos villages, dans nos fériques, dans nos provinces.
Et vous êtes optimiste. Comment on peut être optimiste dans ces conditions? Ça n'est pas possible. Comment on peut être optimiste lorsque des personnes sorties de l'École nationale d'administration sont en chômage ou bien sont sous les arbres ici au ministère et toute l'administration territoriale est militarisée? Gouverneur tel, c'est général quelconque. Préfet tel, colonel quelconque. Sous-préfet tel, c'est capitaine ceci, c'est là. Sans tenir compte, je reviens encore là-dessus, de ce qu'ils sachent lire ou écrire. Je ne comprends pas qu'une jeunesse puisse se montrer complaisante avec des attitudes comme ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, je suis formé par l'école tchadienne, même si c'est des écoles confessionnelles. C'est le Tchad qui leur a permis de s'installer ici et qui m'ont formé. Je suis jaloux de l'école républicaine. Je voudrais que d'autres personnes, comme moi, aient la possibilité de pouvoir accéder à ce que l'école tchadienne m'a offert pour devenir ce que je suis. Aujourd'hui, cela n'existe pas. Donc, je ne comprends pas. Il est optimiste, c'est un bon objectif, c'est un bon adjectif. C'est prometteur, c'est positif. Personnellement, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut avoir sous ses yeux autant d'indicateurs négatifs et dire que le Tchad est sur une bonne trajectoire? Alors, il y a une seule possibilité. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Une seule possibilité. Oui. Soit nous n'avons pas la même définition de ce que c'est qu'une bonne trajectoire, soit l'objectif du Tchad est d'aller au fond du trou. Parce que ce qui se passe en ce moment ne conduit pas le Tchad vers quelque chose de meilleur. Absolument pas. Absolument pas. Surtout quand vous n'avez pas l'éducation. Quand l'éducation ne fonctionne pas, comment vous allez aller vers le meilleur? Avec quoi? Avec quoi on va aller vers le meilleur? Avec quoi? On a constaté, il y a quelques années, les députés de la 3e législature, dont je fais partie, ont fait une enquête parlementaire sur l'éducation nationale. Notre système éducatif est clairement défaillant. Alors, qu'est-ce que ces gens y trouvent comme solution? Au lieu de chercher à augmenter le niveau des élèves, non, on a trouvé plus simple. On fait plutôt descendre le niveau de l'école pour que ce soit au niveau des médiocres. C'est-à-dire, maintenant, le passage en classe supérieure est systématique. On a enlevé toutes les barrières d'examen. Pour passer en 6e, vous n'avez plus besoin de concours, sauf les écoles privées qui vous demandent de faire des tests pour entrer chez eux. Un élève doit passer systématiquement. S'il a fait CE1 cette année, il n'y a pas de raison. L'année prochaine, il doit être au CE2 et c'est comme ça. Il n'y a pas de... Au baccalauréat, on va jusqu'à poser des questions. Questions de cours, réponse. Au baccalauréat, on va donner des sujets à des élèves de terminale qui veulent passer le bac pour entrer en études supérieures. On vous demande qu'est-ce que quand a eu lieu la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que l'écologie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et vous avez le courage d'être optimiste dans un pays comme ça. D'accord. Non, moi non. D'accord. Non. Il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un. C'est absolument anormal. Comment vous pouvez être optimiste dans une situation comme ça? D'accord. Comment est-ce que c'est possible? L'éducation est la base de tout développement, comme vient de dire l'honorable Beralbé Koubou, alors monsieur le président Koumbaria, parce que vous avez suivi également. Mais surtout, je reste avec vous, puisque vous êtes dans la dynamique, historiquement parlant, oui, de nous donner au moins, n'est-ce pas, certaines dates de référence. Oui. Alors, pour permettre, n'est-ce pas, de comprendre le bien fondé, n'est-ce pas, de l'histoire du Tchad, comme je l'ai tantôt dit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous essayez de regarder la dynamique avec laquelle nous sommes en train, n'est-ce pas, de voyager, je ne sais pas où est la destination, mais ce qui est sûr, le Tchad voyage quand même. Bon, alors, est-ce que, si je vous posais la question depuis 80, 90, et de 90 jusqu'à actuellement, parce que je prends au moins, n'est-ce pas, ces quelques décennies, vous avez vu quand même ces quelques décennies. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez essayer de nous dire dans le paradigme aussi, n'est-ce pas, de l'avenir? Oui. En parlant de 90 à maintenant, je pense que le Tchad va tout droit au mur. Comme a dit conseiller Béral, c'est une catastrophe ce qui se passe maintenant.
Je vais revenir d'abord un peu plus dans l'histoire. Oui. Moi, je suis né dans les années 74, c'est-à-dire les années de Tobalbaye, de notre premier président. Oui. Et d'ailleurs, je suis né durant la révolution culturelle. C'est pour ça que j'ai un nom tchadien. Au temps où le président Tobalbaye, voilà, il ne voulait plus qu'aucun des Tchadiens de nouveau-nés ait des noms français. Dans le nom Yendo. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que j'ai un nom de notre région, Maybi. Donc, à partir de là... Mais qu'est-ce que ça veut d'abord? Qu'est-ce que cela s'explique, le mot Naibi? Naibi veut dire, il reste encore, c'est encore dans le futur, Naibé, c'est un Gambaï, quoi. D'accord. Ça veut dire, il reste encore, c'est toujours là. D'accord. Donc, à partir de là, Tobalbaye, j'étais petit, mais par rapport aux grands frères que je demande, qu'ils ont vécu, et mes cousines m'ont dit qu'au temps de Tobalbaye, tout le monde était pratiquement des Tchadiens, on n'avait aucun problème, il y avait pas, on ne savait même pas si ton voisin de quelle ethnie, on n'avait plus ce problème, on n'avait pas ce problème. Bon, avec l'histoire du Tchad et les guerres qui ont amené les divisions, et le nord, le sud, religion, après, dans les années 80, quand Hissène Habré a pris le pouvoir, j'ai eu la chance, en fait, durant la première guerre en 79, nous sommes partis en France, nous avons fui la guerre pour aller être réfugié en France. Donc, nous sommes venus en 88. C'est ainsi que j'ai commencé le Sacré-Cœur. Et c'était au temps d'Hissène Habré. Mais c'était vraiment... On était tous des Tchadiens. Parlez-nous. Oui, il y avait, par exemple, à l'école, au lycée, il y avait des échanges entre le Sacré-Cœur et les CG2. On faisait des compétitions de sport. À l'école, tout le monde se mélangeait. On ne savait pas vraiment... On ne se disait pas s'il est musulman, il est chrétien, ou il est du Nord, il est du Nord. On se mélangeait, on avait des soirées, des booms qu'on appelait quand on était jeune. Tout le monde venait se rassembler. Il n'y avait aucune division. C'était bien. Ensuite, les années 90 sont arrivées. Au début, ça a commencé, c'était de la même chose. On continuait de la même façon. Et malheureusement, heureusement et malheureusement, je suis parti aux États-Unis comme mon père était nommé ambassadeur très tôt en 91, 92. Donc, j'ai pas vraiment vécu tous les années 90. Mais quand je suis revenu en 2017, mais j'étais vraiment étonné de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Tchad est reparti 100 ans derrière. 100 ans derrière. Nous avons une administration qui est chaos. École néant. Économie néant. Nous avons des personnes qui sont nommées à des positions qui ne devraient même pas être nommées. Nous avons une administration qui ne marche pas du tout. Quand je suis parti, je conduis et puis je m'arrête souvent devant les écoles, les anciennes écoles que j'ai été pour voir. Je vois que des groupes de personnes ensemble. Et on peut savoir, ça se décrit que ce sont des groupes ethniques qui restent ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus la cohésion ensemble dans ce pays. Donc il y a un grave problème qui doit être résolu, qui doit absolument qu'on doit résoudre ça. Le plus rapide, c'est la mentalité de notre jeunesse. Il faut qu'on puisse régler ce problème. Moi, la solution que j'ai demandé, j'ai dit, c'est par rapport à l'école, il faut pouvoir enseigner à nos enfants la vraie histoire du Tchad, ce qui s'est passé avant, pour qu'ils puissent reconnaître qu'on était un pays, qu'on était un État, que tout fonctionnait dans le temps. Pourquoi ne pas revenir en ce temps-là? Vous voyez aujourd'hui, comme le professeur Béral, le député Béral a dit... Il est philosophe, il est pas possible qu'il soit... Nous avons une situation que des nominations sont complètement népotisme. Nous on nomme seulement des parents ici, des frères ici. Quand le frère il est là, il donne le marché à son ami. Nous avons des ministres. Oui, nous avons des ministres qui ont leur propre entreprise et qui en même temps, c'est eux qui ont le marché dans les ministères. Mais comment on peut fonctionner de cette façon? Et beaucoup de Tchadiens agissent comme si non, il n'y a rien qui se passe. On ferme les yeux, on va tout droit au mur. Mais il faut se dire la vérité. C'est pas comme ça qu'on pourra avancer. Donc il faut vraiment que le chef de l'État prenne conscience à ce niveau-là, que l'administration là, c'est zéro. Nommons les personnes au poste qu'il faut pour qu'ils puissent faire le travail pour qu'on puisse avancer beaucoup plus loin. Regardez au niveau des finances, l'économie. Mais on a un Tchad qui est dernier en tout. Nous produisons rien du tout aujourd'hui. Tout on importe. En plus qu'on importe, nous avons une douane qui donne des taxes tellement hautes qu'on ne peut même pas vraiment se développer. Et la filière coton-culture? Coton-culture, on a même perdu ça. La coton-Tchad était là dans le temps. Maintenant, je pense que c'est des étrangers, donc ils ont... Olam. Mais c'est une honte pour nous. On avait la Sonasut, on produisait du sucre. On avait la Sonapa pour produire du lait. La STT, les textiles. L'énergie, n'en parlons même pas.
dernièrement, il paraît qu'on a trouvé, on a attrapé des gens avec des fûts, et il paraît que c'est ça. Et c'est ça qui nous empêche d'avoir l'électricité. Mais il ne faut pas se moquer du monde. Où sont les citernes qui disparaissent là? Pourquoi on ne va pas chercher ces citernes-là? Comme si c'est des petits fûts qui sont en train de... Non, il faut être sérieux parce qu'on part dans la catastrophe. Moi, j'ai des enfants, je veux que mes enfants puissent connaître un bon Tchad. Un Tchad vraiment à un niveau, comme on a dit, la vitrine de l'Afrique. On est au milieu de l'Afrique, on est un hub. Ça veut dire que tous les business, les commerces de l'Afrique devraient passer par le Tchad. Ouais. On devrait créer des chemins de fer afin que tous les trading, toutes les marchandises, si on veut aller de l'Afrique du Sud en Algérie, on passe par le Tchad. Si on veut aller de l'Éthiopie au Cameroun, on passe par le Tchad. Tout devrait passer par là. Aujourd'hui, même le monde entier, ce qu'ils sont en train de faire, il y a une nouvelle économie qui est en train de se créer. Tout le monde est en train de stocker quoi? L'or. Nous avons tellement d'or. Comment on n'a même pas de réserve d'or dans nos banques ici. Toutes les réserves d'or sont prises par qui? La France, comme d'habitude. Et nous, quand les nouvelles ordres mondiales qui va se créer très bientôt en tant que multipolaire, mais qu'est-ce qu'on va venir pour nous parler de monnaie et de BRICS pour commencer à faire des échanges? Mais qu'est-ce qu'on a derrière nous? Quel or on a derrière nous? On laisse les gens exploiter notre or, prendre notre or, même l'histoire du pétrole. Le pétrole qui s'est passé au Tchad, toutes ces années, on n'était même pas dans le consortium. Comment un pays qui produit du pétrole, vous allez laisser les autres compagnies gérer votre pétrole? Hein? On n'a même pas le Tchad dans le consortium, jusqu'à ce que le pétrole est pratiquement fini maintenant. Et on amène qui? Une nouvelle compagnie encore. Ce sont des mafios. Ceux-là, les Savannah, avec des ExxonMobil, ils se connaissent très bien. Savannah, c'est une compagnie qui n'est même pas dans la bourse. Il paraît qu'elle est sous bourse. Et Savannah, c'est qui? C'est une compagnie qui sont spécialisées dans le raclage du pétrole. C'est-à-dire que quand votre pétrole est pratiquement fini, le fond du pétrole, on l'amène Savannah, on prend tout une fois. Et aujourd'hui, les Tchadiens sont contents parce qu'on a nationalisé. Mais il n'y a plus rien dans ce puits-là. Donc, qu'est-ce qu'on a nationalisé? C'est vraiment une blague. Je ne sais même pas pourquoi, à l'Assemblée, les gens n'ont pas fait des enquêtes sérieuses sur Savannah. Donc, il y a trop de problèmes. On ne peut pas dire qu'on est indépendant. En plus, l'économie, il n'y a rien qui marche. Donc, on va se dire les vérités. D'accord, merci, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous prendre de cours, sachez tout simplement que vous êtes dans la dynamique de votre émission, Le Point sur l'actualité. Vous savez le jour, l'heure où on se retrouve. Alors, vous savez, le temps ne tient pas la gorge, mais j'ai toujours l'habitude de le dire sur le plateau. On ne peut pas partir sans dire, au moins, n'est-ce pas, les derniers mots, parce que chaque personne a pris 2 fois la parole. Mais je vais vous laisser quand même de parler toutefois possible, parce que nous restons, n'est-ce pas, dans la dynamique de l'indépendance de notre pays. L'indépendance oblige. Donc, chaque personne a droit de parler. Et vous également, chers téléspectateurs, on va vous pointer un de ces 4 matins nos micros pour que vous essayez aussi, n'est-ce pas, de donner votre avis par rapport à l'indépendance du Tchad. Mais sinon, je reste avec M. Korom. M. Korom, vous avez suivi, je pense que vous voulez aussi, n'est-ce pas, réagir par rapport à l'intervention de l'honorable Bérabé Koubou. Mais la question que je vais rajouter à cela, alors, que peut-on faire pour que le Tchad aujourd'hui se retrouve véritablement? Vous avez parlé de rêve. Le rêve est prémonitoire. Quand on rêve, on a peut-être, n'est-ce pas, savoir ses réalités. Vous savez, les Saintes Écritures ont dit souvent, je vais contextualiser le temps de la Bible, qui dit toujours Joseph avait fait un rêve, s'est retrouvé au moins, n'est-ce pas, de l'autre côté, il est devenu prince. Est-ce que cela va avoir lieu ici? Je ne sais pas. C'est vous qui le connaissez parfaitement. Mais alors, que faut-il faire pour que le Tchad se remette sur les rails, comme on vient de dire? Bon, merci beaucoup d'avoir posé les jalons de cette question sur la base des préceptes bibliques. Il y a lieu de reconnaître que Dieu, étant amour, a opéré quand même des miracles. Tout à fait. Analogue au miracle prévu par la Sainte Bible, notamment le texte des Jean, lorsque Jésus avait quand même transformé de l'eau en vin. Mais j'avoue que notre pays sort de très loin. Dieu a épargné le Tchad du pire. Et le compte à rebours vient d'être lancé. Il serait beaucoup plus hasardeux de pouvoir quand même jauger le bilan actuel des autorités de transition. Non, je ne parle pas du bilan parce qu'il est impossible. Je suis en train d'en venir. J'en viens à une situation. D'abord, les arguments que j'avais quand même achalandés à la lisière d'une conviction idéologique avaient été battus en brèche par l'honorable. Mais je suis tout à fait surpris parce que quand on essaie de voir le secteur éducatif, l'éducation qui est un processus
de socialisation primaire, je crois qu'elle est en train de renaître de ses cendres. Il en est de même pour l'enseignement supérieur. À l'heure où je vous parle, il y a eu les états généraux des enseignements supérieurs. Et le mérite revient d'abord à nos deux ministres en charge de l'éducation qui ont quand même abattu un travail de titan pour rattraper quand même le retard perdu. Aux grands frères ici, il dit que les finances sont carrément bloquées. Oui. Mais depuis un certain temps, est-ce que nous avons connu des retards de salaire? Les salaires mirobolants qui sont quand même touchés par les honorables conseils, ils n'ont jamais connu des arriérés. C'est parce qu'à la base... Qu'est-ce que vous dites des opérateurs économiques qui ne sont pas payés? Les opérateurs ça vous expliquer comment? Est-ce que les indicateurs financiers d'un pays se basent sur le paiement des salaires? Lorsque les opérateurs intérieurs, la dette intérieure, s'élève à combien? Vous connaissez ça aujourd'hui? La dette intérieure du Tchad. Quand on essaie de voir à combien est la dette intérieure, s'il vous plaît? Les critères de convergence. À combien s'élève du PIB? Non, à combien s'élève la dette intérieure actuelle? Dans le contexte actuel, quand l'État n'arrive pas à payer les fournisseurs intérieurs, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous dites que l'économie est en bonne santé au Tchad parce qu'il y a les salaires. Alors, qu'est-ce que vous dites? La parole va arriver à vous. Qu'est-ce que vous allez expliquer? Qu'est-ce que vous allez expliquer à votre cousine? Qu'est-ce que vous allez expliquer à votre cousine qui arrive à remplir son panier? Pas plus tard qu'avant-hier, vous aurez la parole. Pas plus tard qu'avant-hier, une pénurie fantôme a explosé comme ça sur le carburant. Honorable, ce qui est du carburant, qu'est-ce que vous avez expliqué? Honorable, un instant. Je vous arrive, honorable. Je vous arrive, hein. Ok. Donc, vous avez le prix le plus bas parce que vous payez le carburant à 2000 francs. Également, allez-y, la parole lui reviendra plus tard. Au-delà de cet aspect, moi je suis beaucoup plus également d'accord quand il promeut également la culture de la méritocratie. Oui. Par rapport quand même à une médiocrité qui n'est que circonstancielle. Quand on prend par exemple le commandement territorial, moi aujourd'hui je suis à la maison. Je n'ai pas quand même une quelconque responsabilité. Mais en toute objectivité, je ne pourrais en aucun cas quand même prôner des choses pour pouvoir gagner quand même un quelconque avantage. J'ai fait des analyses véritablement nationalistes. Pour le cas, par exemple, des militaires qui sont promis dans le commandement territorial. Oui, ça c'est pas vous conviendrez également, parce que c'est un aspect qui la perception de ce que vous voulez dire, moi, nous restons un pays, dans l'indépendance du pays, et nous disons tout simplement que faut-il faire pour avoir un niveau de moment, puisque la recommandation voudrait bien qu'il y ait un changement. Que les recommandations du dialogue national inclusif et souverain sont en train d'être mises en exécution de telle sorte que nous ne verrons plus jamais des poissons pêcher à la cime des arbres ou encore des oiseaux enfouis dans l'eau. Je crois que la situation va se normaliser avec le temps et vous finirez par me donner raison. Merci. Voilà ce que je pourrais dire par rapport aux inquiétudes exprimé par le grand-père. Ok, allez, Monsieur le Président. C'est passionnant, c'est un bon débat. C'est ce qu'on appelle le choc des idées. Je crois que les téléspectateurs doivent savoir que quand on débat, chacun est libre de dire son point de vue et de l'étayer. Moi, je voulais simplement, on a parlé jusque-là des choses, mais on a laissé en filigrane l'essentiel. Oui, mais vous pouvez le dire. L'essentiel, c'est la politique. Voilà. Il n'y a pas eu une évolution politique dans notre pays, surtout depuis que la démocratie est arrivée dans notre pays, dans le sillage de ce qui s'est passé dans les autres États. Eh bien, cette crispation de la situation politique est due au fait qu'on n'a pas eu de bonnes élections. Et depuis 90 jusqu'à là. Le multipartisme aidant, eh bien, les frustrations sont allées en s'accentuant davantage parce que la classe politique n'a pas réussi
à s'entendre sur le mécanisme véritablement démocratique, c'est-à-dire qui se concrétise pas au bout du tunnel, par des élections, tout simplement. Oui. Et je crois que c'est notre histoire que nous devons assumer. Il faut l'assumer. Il faut maintenant, dans le cadre de la perspective que nous voulons préparer pour notre pays, demander à la classe politique, oui, dans son ensemble, de tirer les leçons de ces dernières années où nous avons passé à côté de la démocratie. Tout à fait. Pourquoi nous sommes passés à côté de la démocratie? Est-ce que vous êtes passé? Est-ce que vous êtes déjà passé parce que déjà la suite logique du déni qui n'est pas terminé, vous allez arriver jusqu'au 19 novembre pour sa mise en œuvre. On a raté le coche d'abord en 1993. On aurait dû, en appliquant les résolutions de la Conférence nationale souveraine, on aurait dû gagner en crédibilité, en renforcement de la démocratie, et c'est sûr que la classe politique allait s'assainir et qu'aujourd'hui le processus politique allait de soi pour que désormais il y ait moins de clivage. Mais cela dit, il n'est pas trop tard parce que le Tchad est éternel. Tous les épisodes que nous avons décortiqués tout à l'heure font partie de l'histoire évolutive du Tchad. On doit tenir compte de l'avenir du Tchad. C'est pourquoi le brin d'optimisme qui m'anime tient au fait qu'il ne faut pas se décourager parce que nous avons connu des tumultes. Oui. Les tumultes font partie intégrante d'une nation. Et aujourd'hui, toutes les grandes nations, comme les États-Unis, la France, l'Europe d'une façon globale, ont connu aussi leurs tumultes. Mais bien sûr, comparaison n'est pas raison. Il faut simplement être capable de se remettre en cause. Et l'économie ne peut marcher que si la politique marche. Donc s'il n'y a pas une stabilité politique, on ne parlera pas d'économie. Parce que c'est le politique qui impulse l'économie. C'est le politique qui impulse aussi la sécurité. On a parlé de l'armée, mais l'armée dans les pays aujourd'hui dits démocratiques, développés, c'est les civils qui commandent l'armée, en fait. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. La première fois, je vais vous inviter, nous allons parler sur quel est le rôle de l'armée dans un processus démocratique. On va en parler ça. Donc pour finir, je voudrais simplement dire que la balle est dans le camp des hommes politiques. Les décideurs. Ouais. Des décideurs politiques. Ce qu'on a raté ces dernières années, il faut le rattraper et cela est rattrapable. Donc, je suis d'accord que les résolutions, les décisions qu'on a prises pendant le dialogue national inclusif et souverain, quoi qu'on en dise, posent les jalons d'une réflexion qu'on peut approfondir. C'est-à-dire que les résolutions, quand vous les lisez, elles sont claires, si elles sont appliquées, je pense qu'après la transition, le Tchad peut être en mesure de dire attention, il faut arrêter la gabegie, il faut qu'on normalise l'économie, il faut que les hommes politiques soient plus responsables. Il faut surtout que le processus électoral soit mis sur les rails. La justice des urnes. C'est les élections. Ou nous sommes en démocratie ou nous ne le sommes pas. Voilà. Merci. Alors, je finis. On sort totalement de l'émission avec l'honorable Berabekou. Mais la question que je vais lui poser. Alors, depuis l'indépendance jusqu'à actuellement, quelles sont les forces de l'État et ses faiblesses? Écoutez, vous me faites une très grande faveur en me donnant la parole juste après le grand frère Topona. Parce que je récupère simplement une partie de sa conclusion. Pour vous dire que, en réalité, tout le problème réside dans le politique. Et contrairement à lui qui dit qu'il a un brin d'optimisme, je répète encore une fois que moi je suis totalement pessimiste. Pour une raison simple. Il a dit que la réponse à tous nos problèmes depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui réside dans l'organisation politique de bonnes élections. Et pour ça, en dépit du dialogue national inclusif qui se voulait souverain, on est déjà mal parti. Parce que la constitution de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel est complètement scélérate. Les gens ont fait une connerie qui est une connerie plutôt. On serait plus honnête de l'appeler connerie que connerie. Et ce machin ne va pas produire quelque chose de positif. Parce qu'il n'y a que des personnes malveillantes là-dedans. Il n'y a que de l'immoralité qui gouverne ce truc. Il y a absolument
absolument de l'exclusion, rien que de l'exclusion, parce qu'on s'est basé, on a profité de certains stratagèmes idiots pour donner toute l'organisation à une seule idéologie politique dans ce pays, qui plus est l'idéologie qui nous a amenés là où nous sommes arrivés maintenant. Oui. Les forces et les faiblesses de notre indépendance résident à ce niveau. Le politique ne marche pas. On est dans de la politicaillerie de caniveau, absolument. Et je suis, encore une fois, véritablement désolé pour mon cher compatriote Korom, Achille Korom, c'est ça, oui, qui est un brillant esprit quand je l'entends, comme ça, mais qu'on a forcé, que ce système a forcé à ne pas dire les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'on voudrait qu'elles soient. Il nie la réalité qu'il voit. Vous lui donnez une gifle, il appelle ça une caresse. Vous lui donnez un coup de poing, il appelle ça un baiser. Et puis c'est comme ça, malheureusement. Mais je ne vous donne pas tort. Vous n'êtes qu'une victime du système actuel. Quand vous appréciez le système actuel, vous n'êtes qu'une victime. Ça, je compatis plutôt avec vous. Et c'est dommage que des esprits brillants comme vous soient devenus comme ça à cause de la mauvaise gestion de la République. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Nous allons changer cette situation. Nous allons la changer. D'accord. Je rappelle que... Et vous aurez l'occasion de vous exprimer librement, véritablement comme vous pensez. Je rappelle que Bérabé Koubou est le Conseil national de transition, également philosophe, et également, je vous rappelle, M. Célestin Topona, vice-président de l'UNDR, conseiller du président de la République, ancien journaliste éminent, il faut reconnaître. Et à ma droite, avant de parler, allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Plus vite, rapidement. Oui, le mot de la fin. Oui. Je voudrais tout simplement lancer un appel à l'unisson, oui, pour qu'ensemble nous puissions quand même bâtir ce pays. Le Tchad que nous voulons. Le Tchad que nous voulons. Oui. J'ai eu la chance pour ma part de grandir, de naître dans un quartier cosmopolite, précisément à diversité ici, où je ne parlais que le Ngambaï. J'ai oublié que j'étais arabe des pères et créda des mères. D'accord. J'ai eu la chance également de me frôler également aux autres Tchadiens dans les écoles catholiques et protestantes. C'est la culture tchadienne. Et au-delà de cet aspect, oui, rapidement, j'ai vécu également à Walia. Okay. À Walia, à Digangari, très loin de mes parents. D'accord. Mais comme disent mes parents, harak harak. De nos jours, les discours de haine s'enchaînent sur les réseaux sociaux. Et nous, intellectuels, nous devrions quand même prôner quand même je ne pas le bon exemple. D'accord, la combination pacifique et sensibiliser les uns et les autres pour ne pas commettre. Alors, je rappelle que Achille Korom est docteur en économie et encore, il a plusieurs carrières. Merci une fois de plus d'être le nôtre. Alors, de l'autre côté, à mon extrême droite, donc, c'est Neibi qui est Koumbaïria, qui est le président de la formation politique, le PPT Parti panafricain du Tchad. Et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie beaucoup. Vous avez été nombreux, n'est-ce pas, à être devant vos petits écrans pour mener à tambour battant cette émission. Merci également à tous les réalisateurs. Bon, enfin, ils sont nombreux qui ont réalisé cette émission avec moi. Alors, je n'oublie pas Amat Abdou, je n'oublie pas aussi Patrick, je n'oublie pas René, je n'oublie pas, ils sont tellement nombreux, comme je le dis. Merci à eux également d'avoir réalisé cette émission. Mais on se retrouve mardi prochain avec une autre émission surtout. Je peux déjà décliner. Alors, cette émission sera titrée, donc on va essayer de parler, n'est-ce pas, sur l'armée tchadienne depuis son indépendance jusqu'à présent. Je dis bien l'armée tchadienne depuis son indépendance jusqu'à actuellement. Je vous avais promis 2 semaines, nous allons rester au moins, n'est-ce pas, dans la dynamique de la politique de notre pays, surtout son essor, son indépendance. Alors aujourd'hui, où va-t-on? Si tu ne sais pas d'où tu pars, reviens d'où tu viens. Donc je vous dis merci une fois de plus. Alors restez sur l'espace, le programme de Tchad 24 international. Et si vous avez raté, ne ratez pas toujours à partir de 22h, 23h, on va vous faire la rédivision et surtout sur les réseaux sociaux, tapez tout juste, n'est-ce pas, Facebook, Tchad 24, vous allez nous trouver. Sinon, vous avez raté de l'autre côté, allez-y sur ma page Facebook, Dr Yahibé Augustin, vous allez suivre l'émission. C'est terminé, nous remercions au moins, n'est-ce pas, les membres du plateau qui ont été de taille et qui ont véritablement répondu aux aspirations de vous, qui êtes véritablement, qui faites, n'est-ce pas, l'émission, et à nous revoir à bientôt. Merci et ciao, ciao.